Et merci pour cette invitation et félicitations. Je crois qu'il était très important qu'une association comme ASF décide de se pencher sérieusement sur la question de l'Afghanistan. Évidemment, un colloque ne suffira pas. La question pour nous tous, je crois, c'est qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'il sera possible de faire, et ça, c'est une question extrêmement difficile. Nous sommes engagés dans un combat qui va durer des années, je suppose. Donc, encore félicitations. Mon propos aujourd'hui, c'est de parler d'éducation et de mortalité maternelle. Je vais certainement dire des choses que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et je m'en excuse par avance, mais je vais essayer d'être le plus concis possible là-dessus. Non, j'ai été frappé en regardant un petit peu ce qu'on pouvait trouver dans la littérature sur les déclarations récentes sur l'Afghanistan. Alors, je pense que je peux contrôler le... Je disais, j'ai été frappé par le fait que les femmes en particulier, qu'elles soient restées en Afghanistan, qu'elles aient quitté le pays, parlaient immédiatement, non pas de santé, mais d'éducation. Et je trouve que c'est certainement pas par hasard, et on revient donc aux fondamentaux, et les femmes s'expriment sur l'éducation. C'est ça qui est pour elles le plus important des combats, il me semble, au vu de ce que j'ai pu trouver. Et donc, vous avez certainement vu cette pétition de Malala qui a circulé immédiatement après la prise de Kaboul par les talibans. Et elle parle là, évidemment, d'éducation. C'est le but de sa fondation. Je regarde aussi ce qui est publié, par exemple, dans une revue comme Les Glorieuses, et une intervention d'une féministe qui vit à Londres, mais qui parle du combat des femmes et du combat des femmes pour l'éducation des filles en particulier. Donc, évidemment, quand on m'a proposé de parler d'éducation et de santé maternelle, c'est un sujet qui a tout son sens. Un hommage aux femmes survivantes de l'attaque contre la maternité de MSF dans la banlieue de Kaboul, que j'avais visitée en 2017. Et ici, c'est ma dernière mission avec l'école de sage-femme de Mazar el-Sharif, donc loin de Kaboul, mais avec, vous voyez, un travail qui était fait fondamental pour l'éducation des femmes. Et nous savons aujourd'hui que les talibans ont confirmé encore récemment que l'éducation secondaire ne serait pas possible pour les femmes. Et là, une diapo qui montre le staff de la Confédération, de l'Association nationale des sages-femmes afghanes, avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler durant des années. Pashtun, juste à ma gauche, qui est la fondatrice de cette association et qui fait un travail fantastique. On est en contact avec eux, avec elles, mais avec beaucoup de discrétion parce qu'effectivement, il ne faut pas les mettre en danger. Pour l'instant, il n'y a pas de demande d'évacuation, mais elles essaient de voir comment elles peuvent continuer à travailler. Et un point intéressant, c'est que juste avant l'arrivée des talibans à Kaboul, se sont ouvertes 2 maternités dirigées par des sages-femmes à Kaboul. Et c'est un travail de longue haleine avec l'association des sages-femmes, et c'est aussi mettre les sages-femmes au premier rang du combat contre la mortalité maternelle. Et donc, ces maternités dirigées par des sages-femmes continuent. On ne sait pas encore très bien dans quelles conditions, continuent à travailler et on va essayer de les soutenir par tous les moyens. J'ai aussi voulu associer tout de suite pauvreté, on vient d'en parler, donc ça tombe très bien, pauvreté, éducation et santé maternelle, ou santé des femmes. Et j'élargirai peut-être à la santé des femmes, parce que la santé maternelle, effectivement, est un des éléments les plus importants, mais on ne peut pas résumer la santé des femmes à la santé maternelle. Vous connaissez ces chiffres très probablement. La mortalité maternelle reste l'indicateur des plus grandes différences entre les femmes et les hommes, ça c'est clair, mais entre les riches et les pauvres. Et ça reste tout à fait vrai, même si dans les dernières décennies, les 30 dernières années, il y a eu un progrès relativement considérable en matière de réduction de la mortalité maternelle. On est encore sur des chiffres, on parlait du XVIIIe siècle tout à l'heure en France, et vous voyez que le Tchad et la Sierra Leone, qui dépassent 1000 pour 100 000 naissances vivantes, restent à ce niveau considérable de risque pour la vie des femmes. Bon,
et l'Afghanistan est à 638. Avec évidemment des inégalités majeures entre les femmes qui vivent en ville, qui ont gagné dans ces dernières 20 années un certain accès à une médecine moderne, et des femmes rurales qui dépendent de personnel absolument non qualifié, qui vivent des heures et des heures de transport lorsqu'il y a une complication. Et on sait très bien en santé maternelle qu'une hémorragie vous laisse à peu près 2 à 3 heures d'espérance de vie et que, évidemment, on peut survivre à une disproportion fœto-pelvienne, mais avec un risque fort de fistule obstétricale. Et je parlerai donc non seulement de mortalité maternelle, mais aussi de morbidité, puisque ce sont des millions de femmes qui vivent avec des séquelles d'accouchements qui ont été difficiles, mal conduits ou absolument sans accès à une médecine correcte. Et puis, on sait que la mortalité maternelle dépend, bon, on l'a vu, de la pauvreté, c'est clair, je viens d'en parler, de l'urbanité ou de la ruralité, mais aussi des minorités qui n'ont pas accès dans beaucoup de pays à des soins compétents, aux migrants, qui sont une réalité de toujours, mais qui sont une réalité non seulement que nous connaissons en Europe, mais que des pays en développement connaissent de manière beaucoup plus énorme que nous et qui doivent vivre avec ces populations. Et puis évidemment, on le sait bien, le climat qui obère la vie particulièrement des femmes qui sont responsables de la nourriture, de l'eau dans les familles et qui donc vivent directement les atteintes au climat. Et puis évidemment, les conflits et les épidémies. On a parlé de Covid tout à l'heure, je reviendrai là-dessus rapidement, mais je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. 5 causes pour la mortalité maternelle, je pense qu'on les connaît. J'insiste un petit peu sur l'avortement. L'avortement est responsable en Afrique, mais bon, c'est vrai aussi dans le monde entier, mais en Afrique, on estime que c'est 10 à 20% de la mortalité maternelle. Difficile de le chiffrer très précisément, puisque évidemment, toute une partie des avortements sont des avortements clandestins, puisque ces pays-là vivent dans des lois extrêmement restrictives sur l'accès à l'avortement médicalisé. Et je voulais aussi ne pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les morbidités. Je reviendrai sur la fistule obstétricale, qui est un problème qui me paraît essentiel et sur lequel on ne fait pas beaucoup d'efforts, en tout cas du côté français. Et je pense que, et c'est un appel que je fais à ce que les ONG françaises travaillent beaucoup plus sur les fistules obstétricales. On a un certain nombre de chirurgiens compétents, urologues, qui ont une grande expérience en matière de chirurgie de la fistule, qui est une chirurgie spécifique, difficile, mais qui donne des résultats extraordinaires. On parlera tout à l'heure de dignité des femmes, et là on est en plein dans cette question-là. Non seulement la survie, mais aussi retrouver sa dignité. Je fais juste cette parenthèse pour dire que la fistule vésico-vaginale devrait nous intéresser plus qu'elle ne le fait pour l'instant. Alors la liste des inégalités de genre, je ne vous apprends rien certainement, mais cette liste est effectivement très longue. Et on a parlé de la question du mariage forcé et précoce, et je ne reviendrai pas là-dessus. Les féminicides, particulièrement en Asie. Les questions de nutrition, les filles sont moins bien nourries que les garçons dans les familles. Ça reste une réalité et la pauvreté ne va pas l'améliorer. La question de l'éducation, on reviendra là-dessus. Les mutilations sexuelles féminines, qui sont une réalité vraie dans beaucoup de pays encore, et malgré des efforts et des investissements quelquefois considérables, le travail d'ONG en Afrique en particulier, où je connais un petit peu mieux la situation, avec des résultats qui restent quand même décevants. Et les choses avancent très très lentement sur les questions des mutilations sexuelles. Les violences sexuelles qui touchent le monde entier, dans les familles. Ce qui est frappant lorsqu'on regarde la vie d'une jeune femme ou d'une jeune fille dans beaucoup de pays, et en particulier dans les pays en développement, c'est le fait qu'il n'y a jamais un endroit où elle soit en sécurité. Elle n'est pas en sécurité dans sa famille, ça a été dit tout à l'heure. Elle n'est pas en sécurité dans la rue, dans la société en général. Elle n'est pas en sécurité à l'école. On parle d'épidémie de grossesse dans un certain nombre d'écoles. J'étais à Abidjan pour étudier cette question, et c'est une véritable question. Donc, c'est frappant qu'une des choses peut-être les plus simples qu'on puisse faire pour les jeunes filles, c'est de leur organiser des endroits où elles puissent vivre en sécurité. C'est des choses idiotes à dire, mais ça reste des nécessités absolument indispensables pour toute une série de filles dans un nombre important de pays.
La violence domestique et conjugale, je pense que ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus. C'est un problème évidemment mondial qui ressort de manière très très forte et qui est en train de ressortir dans des pays où évidemment c'est quelque chose qui est très caché, ainsi que la violence institutionnelle, et je parlerai ici de la violence obstétricale. C'est encore un grand déni dans la plupart des pays. Le premier article dans le Lancet sur cette question était en 1984 dans les maternités du Niger, article qui n'a fait ni chaud ni froid et qui n'intéressait personne. Et c'est en train petit à petit de ressortir, et les sociétés de gynéco-obstétriciens, les associations de sages-femmes, avec difficulté, commencent à accepter de parler de ça, et un projet financé par l'AFD va démarrer bientôt, par exemple, au Sénégal, pour travailler spécifiquement sur ces questions de violence obstétricale. Et puis, évidemment, je l'ai déjà dit, tout ce qui a trait au changement climatique, très genré, et au conflit, la société civile, les viols qui sont, vous connaissez tous le docteur Mukwege, qui parle de ces violences faites aux femmes de manière absolument atroce. Il ne parle pas de fistules obstétricales, alors qu'il en a aussi, mais il parle de ces violences et de ces fistules et de ces conséquences désastreuses pour les femmes, parce que c'est une situation particulière en RDC. L'avortement, je disais, beaucoup de femmes vivent encore dans des pays avec des lois extrêmement restrictives, et l'Afghanistan en est un, vous le voyez en rouge, à côté du Pakistan. La loi interdit l'avortement, sauf peut-être lorsque la vie de la femme est en danger, mais encore faut-il qu'on tombe sur des praticiens qui osent réaliser un avortement. Au Bénin, la loi sur l'avortement vient de passer, et le Bénin est un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à ouvrir cette perspective, et on espère que les choses vont pouvoir changer dans les pays voisins rapidement. Un sujet qui ressort aussi dans la littérature internationale et qui est un sujet qui intéresse bougrement non seulement les jeunes filles mais aussi l'éducation, c'est la question des menstrues, la question des règles, la question de la protection des jeunes filles. L'absentéisme scolaire qui est lié à la survenue des règles est un problème qui paraît comme ça absolument secondaire, mais qui est très très important lorsqu'on regarde la situation, encore une fois, qui est faite aux filles et aux jeunes filles. Il n'y a pas d'hygiène dans les écoles, il n'y a pas de toilettes, et les filles, elles sont forcées de ne pas aller à l'école lorsqu'elles sont en période de règles. Je ne parle pas des douleurs qui les accompagnent, du fait qu'on n'a pas de traitement et pas de considération pour ce genre de problème. Alors, la littérature est abondante sur la question de la santé et de l'éducation. On le sait, l'éducation améliore la santé, et la santé elle-même permet d'augmenter les capacités cognitives. Donc, les choses vont de pair. L'éducation des filles est le pilier de leur construction, de leur autonomie, avec ce mot nouveau qui sort dans la littérature française, l'empouvoirment. L'éducation des filles à la santé sexuelle et reproductive et aux droits. Et je voudrais insister là-dessus parce que l'éducation, ce n'est pas seulement la scolarisation, ce n'est pas seulement d'aller à l'école, mais c'est aussi d'être capable d'avoir une éducation en matière de sexualité et de droit. Et c'est, je crois, un élément extrêmement important qui change tout. Et des ONG françaises, alors là, par contre, j'en suis très fier, travaillent sur ces questions de manière importante, en particulier en Afrique de l'Ouest, évidemment. L'éducation des mères améliore leur santé et celle de leurs enfants et de leurs familles. C'est prouvé depuis très longtemps. À chaque fois qu'on lit de la littérature, et j'ai revu quelques articles récents de littérature sur la mortalité maternelle ou sur la santé maternelle, l'éducation est toujours un facteur qui est étudié parce que contributif, soit de l'amélioration de la qualité des soins, soit de la mortalité ou de la morbidité. Donc tous les articles qu'on peut lire en ce moment étudient et prouvent que l'éducation primaire, secondaire, en particulier secondaire évidemment, par rapport à une situation de non-éducation, comme dans ce papier qui regarde toute une série de pays en Afrique subsaharienne, vous voyez que les accouchements assistés par du personnel qualifié, les odds ratios ne se chevauchent pas, ce sont des différences très significatives entre pas d'éducation, une éducation primaire et une éducation secondaire. Et lorsqu'on regarde dans le même papier l'accès à la césarienne, on a les mêmes différences. Avec quand même une nuance, parce que la césarienne, vous le savez, est un problème tout à fait particulier. On est à la fois dans des pays où on a un excès de césarienne inutile pour une partie de la population qui a accès à des soins,
et donc qui reproduit notre système occidental de manière extrêmement bien organisée. Et puis, on est encore dans ces situations de non-accès à des soins qualifiés et donc à la césarienne. Et donc, on a ce double combat à mener de permettre l'accès à la césarienne quand elle est indispensable et nécessaire, et en même temps d'essayer de réduire des césariennes qui sont pratiquées bien souvent dans des conditions qui font que la vie de la femme elle-même est en danger du fait de la chirurgie. L'OMS a fait un pas en avant extrêmement intéressant dans les années récentes, 2017 ou 2018 pour ce nouveau cadre d'analyse de la qualité des soins. Vous voyez qu'à gauche, on a les soins biomédicaux classiques. Est-ce qu'elle a eu son injection d'ocytocine dans la minute qui a suivi l'expulsion? Mais à droite, des considérations qui sont plus d'ordre socio-anthropologique et donc qui forcent à mixer les méthodes d'analyse qui soient des méthodes d'épidémiologie classiques, mais maintenant il faut aller aussi utiliser des méthodes socio-anthropologiques, et c'est très intéressant parce que le dialogue entre les deux spécialités, l'épidémiologie et la socio-anthropologie, est tout à fait passionnant, de langages qui doivent se mettre à travailler ensemble, et c'est une évolution tout à fait intéressante. Donc respect et dignité, comment est-ce qu'on mesure le respect et la dignité dans un service de maternité, le soutien émotionnel et l'information que les femmes sont en droit de recevoir par rapport à leur état de santé et par rapport aux interventions qui sont prévues pour elles. Alors, je disais que la violence obstétricale était quelque chose qui était en train de ressortir et qui participe de la qualité des soins dans les maternités. Un mémoire qui vient d'être soutenu à l'université d'Alexandrie, l'université francophone d'Alexandrie, par un médecin sénégalais qui a étudié dans 2 maternités la situation et qui retrouve pour toutes les femmes de son échantillonnage, toutes les femmes ont vécu une violence au moins verbale. Et beaucoup d'autres ont vécu toute une série d'autres violences, y compris jusqu'à une violence, des violences très graves comme les abus sexuels, par exemple, le non-consentement dans les examens, etc., etc. Donc c'est une question qui va sortir et qu'il faut, je crois, étudier. Et je crois, en tant que professionnel, amener les professionnels dans ces pays où on n'en parle pas encore beaucoup, à reconnaître la situation et à travailler à ce que les choses puissent évoluer de manière correcte. La santé mentale est une question. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de papiers sur la santé mentale. C'est une question qui aussi est une question probablement émergente. La santé mentale liée à la santé maternelle est encore moins traitée. Mais quand même, on trouve des papiers maintenant sur la peur d'aller accoucher ou sur les questions de dépression. La question de la dépression est bien connue dans les pays occidentaux, beaucoup moins connue dans les pays en développement. Et là aussi, l'éducation ressort comme un des critères les plus fondamentaux pour expliquer la différence entre celles qui ont peur d'aller accoucher et celles qui vivent des dépressions à la suite de leur accouchement ou pendant leur grossesse. Les fistules, je voulais vous lire un texte, mais je n'aurai pas le temps de le lire, mais la fistule obstétricale est quelque chose que certainement vous connaissez, qui est lié au fait qu'on n'a pas accès aux soins. Donc les fistules obstétricales sont en général des femmes qui sont pauvres, de zones rurales, pas que, mais en majorité, qui sont très jeunes, pas que, mais en majorité. Pourquoi? Parce que mariage forcé, grossesse non désirée, accouchement sur un bassin qui n'est pas encore mature, d'un bébé qui n'est pas forcément dans la bonne position et absolument aucune solution pour accéder à une médecine correcte. Ce sont des femmes qui vivent un calvaire, qui vivent des situations épouvantables, qui ne reçoivent pas de soins et qui perdent leur enfant dans la plus grande partie, pour le plus grand nombre, qui perdent leur bébé, et qui ensuite, le lendemain ou le surlendemain de l'accouchement, qui s'est passé de manière extrêmement violente, découvrent qu'elles perdent leurs urines. Et que perdre les urines, ça veut dire être exclu de la société, parce que c'est insupportable de vivre avec quelqu'un qui porte cette odeur en permanence, c'est d'être divorcé, c'est de se retrouver dans des situations de pauvreté extrême, et c'est essayer de trouver une solution. Les solutions existent, je parlais de la chirurgie de la fistule, mais ces solutions sont encore extrêmement difficiles à atteindre pour des millions de femmes, et donc je pense que c'est un sujet sur lequel on doit travailler plus que ça. Je vais essayer d'être rapide et de terminer.
Je disais que l'éducation, ce n'est pas uniquement la scolarité, mais c'est l'éducation à la vie sexuelle et affective, et c'est l'éducation aux droits. Et je pense que les jeunes filles à l'école doivent apprendre leurs droits, et y compris leurs droits en matière de sexualité. On l'a dit tout à l'heure, et je ne vais pas perdre de temps là-dessus, l'épidémie de Covid a aggravé la situation. Il y a plus de 200 millions d'enfants qui n'ont pas et qui n'auront pas accès à l'école, en plus de ceux qui déjà n'avaient pas accès. Les scolarités sont complètement bousculées. Et les obstacles à la scolarisation des filles ne font qu'augmenter. On l'a dit suffisamment, je crois que je peux passer là-dessus. Les 5 indicateurs des objectifs du développement durable qui sont interconnectés et qui doivent nous intéresser sont les 5 premiers, avec le problème de la pauvreté, le problème de la faim, le problème de la santé, le problème de l'éducation et le problème de l'égalité des sexes. Si on met tous ces éléments ensemble, on peut monter des programmes qui sont extrêmement intéressants. La situation n'est pas en train de s'améliorer au niveau mondial. Le directeur exécutif de l'ONU l'a rappelé encore récemment. Les choses sont en train de se dégrader, particulièrement en matière d'éducation et particulièrement en matière de santé. Donc on est bien dans cette proposition. La prévention, et c'est un problème qui est mondial et c'est un problème qui est aussi français d'ailleurs, la prévention est toujours au second degré. Je crois que si je ne me trompe pas, les chiffres en France, c'est 95% en médecine interventionniste et 5% pour la prévention. Ça, c'est le budget de la santé en France. Je ne crois pas me tromper, il y a des gens qui, dans la salle, le savent mieux que moi. Et c'est un problème parce que c'est le modèle que nous pourvoyons, que nous amenons dans les pays dans lesquels on travaille et dans les pays qui regardent la France. Le problème de la prévention, le problème des vaccinations, le problème des soins de santé primaires. Les soins de santé primaires, ça a été une conférence à Alma-Ata absolument importante pour montrer comment la participation des populations et comment un paquet essentiel de soins pouvait changer radicalement la vie des gens. Les soins de santé primaire ont disparu des préoccupations. L'OMS fait des efforts pour essayer de le remettre à l'ordre du jour. Les gouvernements ne regardent pas les soins de santé primaire. La participation communautaire, peu de pays y travaillent. J'ai l'exemple du Burkina Faso, où il y a un travail très intéressant, mais encore embryonnaire, sur la mobilisation communautaire pour une meilleure santé. Donc la question du modèle que l'on peut pousser dans les pays en développement, mais qui est aussi une réflexion, je crois, franco-française, est extrêmement importante. La pandémie, je ne reviens pas, un clin d'œil en Éthiopie où la situation des femmes est en train de se casser la figure aussi. C'est une guerre extrêmement meurtrière, les femmes en subissent les conséquences. L'Éthiopie avait réussi à monter un système de santé qui commençait à donner des fruits. C'est en train de s'effondrer et c'est une catastrophe. Je crois que je vais pouvoir m'arrêter. Je suis trop long et je m'en excuse. Je voulais donner quelques exemples sur ce qui se fait dans des ONG françaises, avec, en particulier en Afrique de l'Ouest, avec une alliance droit et santé qui regroupe toute une série d'ONG locales, de jeunes femmes activistes, féministes qui se battent pour leurs droits. Et c'est le soutien à ces ONG qui est, semble-t-il, un des grands axes sur lesquels je crois que nous pouvons jouer. Là-dessus, je vais vous remercier de m'avoir écouté avec une citation du dernier rapport de UNFPA qui s'appelait « Mon corps m'appartient », ce qui est aussi intéressant parce que c'est une évolution des Nations Unies. Et je pense qu'on est dans cette évolution de plus en plus féministe et je crois qu'il faut le noter avec satisfaction. Les manifestations à Kaboul et une question qui se pose à nous tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté.